Le blocus américain contre l'Iran sur les ports iraniens. Et jusqu'à présent, ce que nous avons vu de la part de la Chine. Hier, le ministère de la Défense a déclaré qu'il ne se souciait pas du blocus. Leur pétrolier va traverser le détroit d'Ormuz, car ils considèrent que l'Iran contrôle actuellement le détroit et que l'Iran leur permet de passer. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'un pétrolier chinois, qui était d'ailleurs sous sanctions américaines, a traversé le détroit d'Ormuz. Comment voyez-vous la situation concernant le blocus? Deux façons. Tout d'abord, sur le plan militaire, ce dont la partie américaine s'est retirée à Islamabad, c'était la tentative d'affirmer « Nous avons posé nos conditions sur la table, à prendre ou à laisser ». Nous reviendrons sur les ambiguïtés et la politique intérieure, ainsi que sur ce que Vance a fait de différent par rapport aux autres autour de Trump. Mais Trump cherche à souligner que les États-Unis contrôlent l'escalade et qu'en imposant un blocus américain du détroit d'Ormuz, après que les États-Unis ont proposé lors des négociations de partager le péage d'Ormuz avec l'Iran, c'est un autre élément de ce que les Américains ont tenté de faire à Islamabad. Les Iraniens ont dit « Nous n'allons pas partager le péage d'Ormuz avec vous, et nous y reviendrons ». C'était un pot de vin que Trump essayait de mettre en place. Nous y reviendrons dans un instant. L'annonce du blocus est une tentative de dire que les États-Unis contrôlent désormais le détroit d'Ormuz. Et ils n'ont pas réussi à le démontrer lorsqu'ils ont envoyé les 2 destroyers au début des négociations. Cette tentative s'est retournée contre eux. Les destroyers ont dû faire demi-tour et se retirer. Maintenant, comme vous le dites, 2 pétroliers de la flotte fantôme sont sortis du détroit d'Ormuz. L'un de Sharjah et l'autre de... Voyons voir d'où venait l'autre. L'un venait de Bushehr, l'autre de Sharjah. Je n'étais pas au courant de la déclaration du ministère chinois de la Défense. C'est un signe positif que la Chine ne permettra pas aux États-Unis d'intercepter et qu'elle défiera le blocus. Le président Xi Jinping vient de dire au Premier ministre espagnol que le monde est désormais confronté à un affrontement entre la justice et la puissance, que la manière dont un pays traite le droit international reflète sa vision de l'ordre, de ses valeurs et de sa responsabilité. Les nations de principe défendent la justice et sont prêtes à se tenir du bon côté de l'histoire. Ainsi, les Chinois commencent à dire plus explicitement qu'auparavant qu'ils ne permettront pas aux États-Unis d'imposer le blocus. Si le blocus échoue, cependant, en tant que tentative d'une partie de l'administration Trump, la question devient alors, vont-ils passer à des mesures beaucoup plus agressives, comme celles envisagées avant le début des négociations? Cela inclut une attaque contre l'île de Karg, détruisant la capacité de l'Iran à charger du pétrole depuis cette île. Nous pourrons revenir sur ces dispositions également. Ainsi, la balle revient dans le camp de Trump pour voir si les États-Unis souhaitent désormais intensifier leurs actions afin de démontrer qu'ils contrôlent l'escalade et pour retirer cette initiative à l'Iran. Pour l'instant, l'Iran conserve l'initiative. Voyons ce qui se passera ensuite. Oui, John, que penses-tu de ce qui s'est passé à Islamabad pendant le premier cycle de négociations? Parce que juste hier ou aujourd'hui, on a entendu dire qu'il pourrait y avoir un autre cycle jeudi à Islamabad. Je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais il y a au moins ces rumeurs concernant un deuxième cycle de négociations directes avec les États-Unis. Alors, que s'est-il réellement passé pendant le premier cycle? Je vois ce qui s'est passé un peu différemment de certains de mes collègues dans ce podcast, et je demanderai à notre public de comprendre qu'il faut aussi l'interpréter dans le contexte de la politique américaine.
Quelle est la situation politique aux États-Unis en ce moment? Pourquoi Vance était-il là? Pourquoi est-il parti? Pourquoi a-t-il passé? Il l'a dit lui-même, ce n'est pas seulement la version iranienne qui le rapporte. Vance a passé plusieurs appels téléphoniques, y compris, comme l'a indiqué la partie iranienne, un au Premier ministre israélien Netanyahou. Qu'est-ce que cela signifie? Mohamed Marandi a mentionné dans un podcast très intéressant que la partie iranienne a interprété cela comme un échec du côté américain, a démontré qu'il disposait d'un mandat de négociation clair. Il manquait d'autorité. Cela a été interprété comme un signe de faiblesse. Les appels téléphoniques de Vance équivalaient à une forme de faiblesse. C'est une interprétation compréhensible d'un point de vue de négociation à la table. Mais d'un point de vue politique américain, en regardant vers les élections de mi-mandat dans 6 mois et vers la question de la succession de Trump, Vance jouait à la politique intérieure américaine. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'a-t-il fait? Ce qu'il a fait, c'est montrer qu'il n'était, premièrement, pas déloyal envers ce qu'on appelle l'équipe Trump. Deuxièmement, il montrait que si les négociations échouaient, si Trump et ses autres conseillers, les conseillers juifs, et j'expliquerai dans un instant ce que j'entends par juif, mais Witkoff et Kushner en particulier, s'ils décidaient maintenant d'une escalade militaire, il y avait toute une liste de ce qu'ils prévoyaient de faire. Il a été publié dans le Washington Post la veille du début des négociations d'Islamabad. En cas d'escalade, en cas de perturbation continue des marchés du pétrole et des matières premières, Vance dit « Je ne suis pas responsable, ce sont eux ». Alors, où en est Vance politiquement? Réponse. Vance est en tête avec 4 points d'avance. Je regarde les sondages actuels. En moyenne, Vance est maintenant à 44% en tant que candidat préféré. Donald Trump Jr., et c'est le point important, arrive ensuite avec une moyenne de 15%. Le sondage Harvard-Harris le place à 20%, Vance à 42%. Souvenez-vous bien de ce que cela signifie. Cela veut dire que Trump, ayant l'ambition de se représenter, ce qui est constitutionnellement impossible, ou du moins très difficile, ne peut faire confiance qu'à sa famille. Can only trust his family. That's what this means. The likelihood, in my opinion, C'est ce que cela signifie. La probabilité, à mon avis, compte tenu de l'évolution de la politique américaine, surtout si les républicains perdent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat, est que Trump ne se sentira pas en sécurité. Sa fortune ne se sentira pas en sécurité. Il fera face à une procédure de destitution et à des poursuites pénales. Tout le système Trump qu'il a construit, le réseau de plusieurs milliards de dollars qui implique Witkoff, Kushner et les autres, fera face à la prison, aux tribunaux, à la prison. La seule voie que Trump pense pouvoir poursuivre est une voie dynastique. Dynastique. Cela signifie que soit Donald Trump Jr., soit Eric Trump sera le candidat. Et Trump pense que s'il apporte son soutien à son ou ses fils, il pourra effacer l'avance que Vance possède. Or, Vance le sait. Ils ont avancé avec plusieurs autres qui sont soit catholiques romains, soit épiscopaliens, dans le cas de Susan Wild, la chef de cabinet. Ce sont les chrétiens. Ils font maintenant face à une situation aux États-Unis qui est sans précédent. Et Trump a montré la direction qu'il pense prendre avec cette attaque contre le pape Léon XIV, avec le tweet montrant Trump en Jésus-Christ guérissant les blessés, et ainsi de suite. C'est Trump qui fait quelque chose qu'aucun président des États-Unis n'a jamais fait auparavant. Attaquer 70 millions de croyants catholiques. 70 millions d'entre eux. Il y a 70 millions de catholiques aux États-Unis et environ 7 millions de juifs. Et la population juive est composée de plus de la moitié de démocrates. Plus de la moitié. Le soutien juif autour de Trump, qui repose sur une base israélienne, le pousse à intensifier son action contre l'Iran, d'une manière qui a conduit les catholiques,
le pape et la communauté catholique croyante aux États-Unis à menacer Trump. Vance a une chance de capter ce vote, mais seulement s'il dissimule. Seulement s'il se présente comme n'étant pas responsable de ce que Trump est sur le point de faire. Je pense donc qu'il faut voir les Américains agir en termes de politique intérieure. À Islamabad, nous pouvons maintenant aborder les questions de ce qui va se passer ensuite. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y avait même des signes de la part de Vance qu'il espérait une nouvelle série de discussions, donc davantage de négociations. Du point de vue de l'avenir politique de Vance et du point de vue de l'administration Trump, ainsi que de l'opinion publique et du sentiment des électeurs, maintenir les négociations est une bonne chose. C'est positif politiquement. Cela apaise les marchés pétroliers. On peut déjà voir les marchés faire baisser le prix du pétrole. Le blocus est l'un des obstacles à la désescalade, à l'apaisement général. Lancer une nouvelle série de négociations favorise le calme. C'est mieux pour le monde, mieux pour le prix du pétrole et politiquement meilleur pour Vance. D'un autre côté, Netanyahou et les Israéliens, ainsi que les soutiens juifs qu'ils ont à la Maison-Blanche, dirigés par Stephen Miller, le chef adjoint de cabinet Witkoff et Kushner, entre autres, veulent une guerre totale contre l'Iran. Ils veulent en somme ramener l'Iran à l'âge de pierre par les bombardements. L'éditorial du Washington Post comportait 5 ou 6 dispositions. Aucune énergie nucléaire en Iran, décapitation de la direction, démilitarisation complète, absence de système de missiles et suppression du pétrole. Telles étaient les dispositions de cet article, et elles ont été reconnues par la partie iranienne, à ce que je comprends, comme un avertissement sérieux d'escalade. C'est, disons, la ligne Witkoff-Miller-Kushner. Et je considère le blocus d'Ormuz comme une action de maintien, une mesure temporaire. Eux aussi le voient ainsi. Ils veulent passer à l'escalade des menaces précédentes de Trump, le conflit avec le pape, ce qui est sans précédent. Cela a déjà conduit Meloni, la première ministre italienne, à s'opposer à Trump pour la première fois. Pas encore en France, incertain en Irlande. Je passe en revue les pays catholiques. Ce qui se passe aux États-Unis, au sein de la communauté catholique, est totalement inédit. Et par conséquent, il faut voir, si l'on veut, ce que sera l'avenir, les Juifs des États-Unis face aux chrétiens. C'est une détérioration très grave du niveau de civilisation, de la civilisation politique aux États-Unis. Et Trump en est à l'origine. Ouais. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait, John? Est-ce qu'il agit de manière intentionnelle, délibérée, ou est-ce qu'il fait simplement du bruit dans ce genre de chaos, sans comprendre les conséquences de ce qu'il fait? Je comprends que beaucoup de nos collègues dans votre émission veulent dire que Trump est devenu fou. Les psychopathes ne sont pas fous. Et vous posez la question, est-il hors de contrôle? L'une des choses que j'invite tout le monde à faire, c'est d'aller sur rollcall.com et de consulter le calendrier présidentiel. Regardez les réunions à la Maison-Blanche. Ce qui se passe, c'est que Trump passe de plus en plus de temps dans ce qu'on appelle, dans le calendrier, le temps exécutif, ou une réunion de politique. Le temps exécutif signifie probablement qu'il est à l'étage, dans les appartements privés de la Maison-Blanche, avec ses plus proches collaborateurs. Ce sont des membres de la famille, presque certainement un ou deux de ses fils, et presque certainement Miller, Stephen Miller. Mais personne ne sait encore. On n'a pas encore révélé qui ils sont. Quand cela arrivera, si l'on compare avec le moment des tweets, le moment de ces salves de tweets que Trump envoie pendant la nuit, les fautes d'orthographe sont un indice, tout comme la répétitivité. Ce qui se passe, c'est que la nuit, dans la résidence présidentielle, Trump est entouré d'amis qui le flattent et il devient violent.
Il est de manière naturelle et psychopathique un individu violent. Naturally, psychopathically a violent individual. And he's persuaded that this line, Et il est convaincu que cette ligne, qui a tendance à apparaître tard dans la nuit, si l'on en croit les publications sur Twitter, correspond bien au moment où les tweets sortent, avec les fautes d'orthographe qui montrent qu'il en est l'auteur. C'est à ce moment-là qu'il n'est pas seul, il est avec d'autres. Et je dirais qu'il est une erreur de considérer Trump comme fou à ce moment-là. Il contrôle à la fois les autres, et eux alimentent sa violence interpersonnelle. Nous connaissons sa violence sexuelle. Nous savons beaucoup de choses sur la violence qu'il partageait avec son père, d'après le livre de Mary Trump, sur la manière dont ils ont grandi et la façon dont il intimidait les autres, en particulier son frère défunt. Donc je ne pense pas que Trump soit fou. Je ne pense pas qu'il ignore ce qu'il fait. I don't think he doesn't know what he's doing. I do think he's impulsive. Je pense qu'il est impulsif et qu'il est encouragé par certains conseillers restés anonymes. C'est pourquoi il a produit cette image de lui-même en Jésus-Christ. Et c'est aussi pourquoi, pour répondre à votre question, il n'avait pas anticipé à quel point la réaction serait profondément hostile aux États-Unis parmi les croyants pour qui cette image était blasphématoire. Ensuite, il n'avait pas prévu l'ampleur des dégâts politiques et dans les sondages que cela lui causerait le lendemain, lorsque Tony Fabrizio, catholique et son principal sondeur, lui a expliqué à quel point cela lui faisait du tort. Ils ont alors retiré l'image. Mais il a redoublé d'attaques contre le pape. Il sait donc ce qu'il fait. Il pense que ce qu'il fait correspond à ce que veut l'électorat. Is what the electorate wants. It's a show of his power. C'est une démonstration de son pouvoir. Je veux dire, on peut entrer dans des fantasmes psychopathiques, on peut entrer dans le monde de dessins animés dans lequel il s'exprime. Mais il n'est pas fou, c'est un psychopathe. Il perd le contrôle, puis corrige ses erreurs dans la mesure où les personnes autour de lui le conseillent. Et c'est ce qu'il a fait avec la photo. Mais il n'a pas retiré son intention. Maintenant, en Italie, sa plus proche alliée en Europe est Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Et elle a fait face à une tempête de critiques pour ne pas avoir critiqué Trump et pour ne pas avoir défendu la papauté, le Vatican. Mais dans ce pays, en Italie, les gens font remarquer ce point. But in that country, in Italy, people are making the point. Senior political figures are making the point. Not even Hitler. Des personnalités politiques de premier plan soulignent que même Hitler ou Mussolini n'ont jamais tenu de tels propos sur le pape, et que le pape Pie a été accusé d'une collaboration importante dans l'Holocauste contre le peuple juif. Donc je pense que la réponse courte, comme la longue, c'est qu'il n'est pas fou, c'est un psychopathe. Ensuite, les personnes qui l'entourent le conseillent essentiellement sur le plan militaire israélien maximal. La doctrine des Israéliens et des conseillers juifs autour de lui est la doctrine du Shabbat. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais je dois préciser ceci. Le Shabbat, en tant que doctrine théologique juive, est bien plus ancien que le sionisme. Bien plus ancien. En tant que doctrine religieuse, elle prône la supériorité raciale, tribale et idéologique du peuple juif et de ses lois sur celles de tous les autres. Trump reflète personnellement cette vision. Ce n'est pas un Shabbatnik, non, il ne l'est pas. Il y a des conseillers proches comme Joshua Grunbaum, qui en est un, et Kushner, qui l'est aussi, mais pas Trump. Ce qu'ils ont en commun, c'est la notion de supériorité raciale, de supériorité intellectuelle. La supériorité de ma loi, de mon peuple, sur tous les autres. C'est une doctrine du Shabbat. Elle est plus ancienne que le sionisme. C'est une doctrine juive que beaucoup de juifs trouvent répugnante. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je dis qu'il y a un zèle religieux chez Trump ou chez ses conseillers. Un zèle religieux qui va au-delà du sionisme. Oui, absolument. Il se voit comme le centre de l'univers.
C'est pourquoi, même avec le pape, Léo, il dit « il a été choisi grâce à moi ». Oui, c'est au-delà de tout. C'est une sorte de pensée délirante, John, que je ne... Parce que d'un autre côté, nous parlons d'un homme qui est le président des États-Unis. C'est important. Tu sais, s'il était un petit gars à New York faisant ses affaires, cela ne concernerait personne dans le monde. Mais il est le président des États-Unis et il se voit comme la seule personne qui compte. Peu importe que ce soit la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, partout. Je pense que c'est exact. That's right. It has happened before. Napoleon clashed. Cela s'est déjà produit. Napoléon s'est heurté à, je crois que c'était le pape Boniface, bien que je ne me souvienne plus exactement de quel pape il s'agissait à l'époque. C'était peut-être un Pie, peut-être un Boniface. Pardonnez-moi de ne pas m'en souvenir. Mais entre environ 1801 et 1809, Napoléon était en profond désaccord avec la papauté. Et en fait, il a enlevé le pape et l'a emprisonné jusqu'à ce qu'il accepte ce qu'on appelle le Concordat en France. Leur conflit était politique et constitutionnel. Il portait sur la question de savoir si la France, sous la nouvelle constitution proposée par Napoléon, serait laïque et si l'Église lui serait subordonnée. Cette fois, tu as tout à fait raison, Nima. This time, you put it right, Nima. It's Trump who thinks he's the monarch, remember? C'est Trump qui se prend pour un monarque. Souvenez-vous du monarque français qui a dit « L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. C'est moi, c'est moi. » Et c'est ce qu'il ne cesse de répéter. Il a d'un point de vue historique une vision presque monarchique. Et il va se succéder à lui-même par une dynastie, son fils. Il y a donc, oui, des parallèles historiques. Mais l'Iran, ne nous concentrons pas trop sur Trump. L'Iran a trouvé un moyen de riposter à ce stade et c'est très important. Il est également important que la partie iranienne comprenne que ce que font les Américains doit être interprété comme politique intérieure. Cela se traduit en vote. Domestic political translates into votes.